m'appelle Andréane Dufault-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue au 9e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on va parler de violence et d'intimidation en lien avec le poids chez les jeunes. On sait que le poids, c'est une des premières causes d'intimidation à l'école. Évidemment, toutes les formes d'intimidation ont des conséquences importantes sur la santé et sur le bien-être des jeunes. C'est important de toujours intervenir, autant auprès de la personne qui est intimidée qu'auprès des personnes qui intimident et même aussi auprès des témoins. C'est pas toujours évident de savoir quoi faire parce que c'est un sujet qui est bien délicat. On va discuter de tout ça aujourd'hui avec nos invités pour mieux comprendre comment intervenir adéquatement dans différentes situations. Je vous les présente sans plus attendre. Annie Aimé, psychologue et professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Et Marie-Josée Talbot, agente de soutien régional au dossier climat scolaire, violence et intimidation dans la région de l'Estrie. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. D'abord, j'aimerais ça qu'on discute un peu de votre parcours. Est-ce que vous voudriez me parler un petit peu de vous, de votre expérience, de ce qui vous a amené à vous intéresser à la violence et à l'intimidation en lien avec le poids chez les jeunes? OK, mais je peux peut-être commencer. Moi, dans le fond, ça débute là avec mes études doctorales où là, j'ai commencé à travailler sur le poids, l'alimentation, les troubles des conduites alimentaires. Et au fil du temps, au fil de l'expérience clinique, au fil des recherches, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu remarquer que les insatisfactions corporelles étaient là très tôt, chez des adultes qui rapportaient qu'ils avaient commencé, par exemple, leur première diète à 8 ans, qui avaient commencé à se préoccuper de leur image corporelle encore plus tôt. Puis, bon, la recherche confirmait aussi que c'était bien le cas. Il y avait aussi quand même beaucoup de honte qui m'était rapportée souvent en lien avec l'apparence ou avec un poids plus élevé. Fait que tout ça a amené là que l'idée qu'il fallait absolument agir en prévention. Alors, au lieu d'agir chez l'adulte, il fallait aller à un âge antérieur, là, aller chez les jeunes, aller chez les enfants. C'est ce qui fait que ça a amené là, graduellement vers toute la notion d'intimidation, de stigmatisation en lien avec le poids chez les jeunes. Et toi, Marie-Josée? Mais pour ma part, je suis psychoéducatrice. J'ai débuté ma carrière en centre jeunesse, puis ensuite dans les écoles primaires et secondaires de ma région. Depuis 15 ans maintenant, j'accompagne les centres de services scolaires et commissions scolaires de l'Estrie dans la mise en place d'actions qui sont reconnues efficaces dans le but de créer des environnements qui sont sains, sécuritaires, inclusifs, bienveillants, puis par le fait même, tenter de réduire le plus possible la violence et l'intimidation. Donc, la violence à l'égard du poids, c'est un sujet pour ma part, qui me préoccupe vraiment parce que je constate que c'est encore très présent dans nos écoles. Il y a beaucoup d'élèves qui en souffrent. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont peu outillés ou qui se sentent peu outillés pour intervenir. Donc, à mon avis, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu plus de prévention, de sensibilisation, autant auprès des élèves que des adultes, puis dès le primaire. Ouais. Mais je pense qu'on va être en bonne compagnie entre vos mains pour discuter de ce sujet-là aujourd'hui. Dans le fond, question de parler un peu le même langage. Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne un moment aussi pour définir différents termes qu'on peut parfois entendre, peut-être confondre. On parle depuis le début de l'épisode de violence et d'intimidation. Des fois, on entend aussi parler de stigmatisation, de discrimination. Est-ce que tout ça, ça fait partie de la problématique de l'intimidation? En fait, je pense que c'est important effectivement de définir les termes. Si on parle d'intimidation, c'est qu'on en entend beaucoup parler dans les médias et à l'école. Bon, c'est un terme qui revient vraiment souvent, mais il n'y a pas juste de l'intimidation, il y a surtout beaucoup de conflits aussi, puis il y a de la violence, différents types de violence. Donc, quand on parle d'intimidation, on parle quand même de critères bien précis. Donc, il doit avoir un caractère répétitif. On va parler d'un rapport de force aussi entre les élèves, d'un sentiment de détresse chez l'élève qui subit. Et évidemment, tout ça, ce qui est important à retenir, c'est que ce soit un conflit, que ce soit de la violence ou de l'intimidation, l'adulte se doit d'intervenir. Puis moi, j'aimerais rajouter, là, tu parlais de stigmatisation. En fait, la stigmatisation, c'est comme un terme un peu parapluie, en ce sens que ça englobe des pensées, des préjugés qui vont être le volet un peu plus cognitif là, de la stigmatisation, puis aussi des comportements. Donc, l'intimidation, si on veut la violence ou la discrimination sont plus associés à des comportements. Donc, et ça va être les manifestations finalement comportementales de la stigmatisation. Donc, tous les préjugés qu'on a vont s'activer à travers nos comportements. Je comprends. Merci pour ces définitions bien éclairantes.
Je disais en introduction que le poids, c'est la première cause d'intimidation en milieu scolaire. Il y a un sondage web qui a été mené par Équilibre en 2017 auprès de 145 membres du personnel scolaire et qui rapporte que 91% ont déjà été témoins ou se sont fait parler d'au moins un acte de violence et d'intimidation en lien avec le poids par des élèves de l'école au cours de la dernière année. Annie, toi, tu as toi-même fait une étude aussi pour documenter la problématique au secondaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, en fait, c'est en 2014, on avait des données là auprès de jeunes de 14 à 18 ans. Et ce qui était ressorti, c'est que c'est des pourcentages similaires là, à ce que tu amènes. Donc, on avait 90% des jeunes qui déclaraient avoir déjà été témoins de comportements de stigmatisation envers quelqu'un là en lien avec son poids. Donc, qui avait observé soit un ami, soit un autre jeune de leur entourage qui avait été victime. Il y en avait 34% aussi qui disaient avoir personnellement subi de type de comportement, là, intimidation. On parle du secondaire, mais je sais pas, je me dis c'est peut-être intéressant de parler aussi du primaire. Il y a eu un autre sondage ou questionnaire qui a été fait auprès de 1500 parents avec l'Association pour la santé publique du Québec. Au sein de lequel on trouvait, puis auquel j'avais participé aussi, au sein de lequel on avait retrouvé que 2 parents sur 5 rapportaient qu'un enfant ou un de ses enfants ou plusieurs de ses enfants avaient été intimidés à cause de son poids pendant la dernière année. C'est beaucoup. Ouais, ben c'est ça. Ça nous montre juste qu'il y en a au secondaire, il y en a au primaire. Les jeunes sont à risque. C'est préoccupant justement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés de près ou de loin par l'intimidation. On sait que c'est pas sans conséquences. Marie-Josée, est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences de l'intimidation de façon générale? Les conséquences, en fait, peuvent être assez nombreuses, tant sur le plan mental que physique. Donc, ce qu'on voit souvent chez les élèves qui sont victimes, c'est de l'anxiété, de la tristesse, des troubles du sommeil, de l'isolement, des difficultés de concentration, perte de motivation, des échecs scolaires, du désespoir, pour ne nommer que celle-là. Donc, évidemment, tout ça peut avoir un gros impact sur la réussite éducative des élèves. Même ça peut être des signes peut-être qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille comme parents pour se dire peut-être que mon enfant vit certaines situations par ces manifestations-là, j'imagine. Absolument. Puis tu sais, quand il est question de poids, d'intimidation en lien avec le poids, là, particulièrement, on va avoir des conséquences qui vont se ressembler, là. C'est-à-dire qu'on va encore parler d'anxiété, on va parler d'isolement, comme l'a dit Marie-Josée, on va parler de symptômes dépressifs qui peuvent apparaître aussi. On a quand même, dans différentes études, aussi remarqué qu'il y avait une incidence sur la performance scolaire quand on est intimidé par rapport à son poids. Je trouve que c'est quand même important. Ce qu'on a pu remarquer, par exemple, c'est que certains élèves vont sentir que leur enseignant ou leur enseignante est peut-être moins intéressés à eux-mêmes puis à leur performance scolaire de par leur apparence. Ensuite de ça, on a des jeunes qui refusent d'aller à l'école pour éviter de se faire intimider par rapport à leur poids. On trouverait ça dans l'intimidation aussi, là, mais tu sais, donc ils veulent pas aller à l'école. Puis en plus de pas vouloir aller à l'école, ben ils essaient d'éviter les cours d'éducation physique, de trouver des raisons pour aller en éducation physique si on veut, puis d'éviter toute pratique sportive. Là. Il y a quand même un certain pourcentage de jeunes aussi qui veulent finalement éviter toute pratique sportive pour pas être exposés, pas que leur corps soit exposé. Lorsqu'ils font de l'activité ou lorsqu'ils ont à se vêtir aussi d'une manière particulière, ça expose plus leur corps, donc ils se mettent à éviter ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est que chez les élèves qui se font intimider par rapport au poids, on penserait qu'ils se mettraient au régime, ce qui est souvent le cas. Donc, ils vont souvent vouloir modifier leur comportement alimentaire, se mettre à faire plus d'activités physiques. On peut retrouver ça également. Donc, même s'ils évitent à l'école, ils peuvent en faire plus ailleurs. Ou encore en faire plus à l'école aussi. Là. Toutes les possibilités sont là. Mais ce qu'on voit, donc, c'est des comportements là, problématiques, si on veut. Il y en a qui vont se mettre à jeûner. Et ça peut conduire vers un trouble alimentaire. Puis ce que je voulais dire aussi tantôt, c'est que non seulement on croirait qu'en adoptant ces comportements-là, les jeunes perdraient du poids, mais en fait, ce qu'on observe, c'est l'inverse, c'est que on a des augmentations, des gains de poids chez les jeunes qui se font intimider en lien avec leur poids. Fait que ça, c'est une conséquence quand même importante. Hein? On se dit que ça marche pas, là, finalement. Si l'idée d'intimider, c'est d'amener le jeune à perdre du poids, c'est pas ça qui fonctionne. Au contraire, ça provoque beaucoup d'états émotionnels qui vont, des fois, peut-être être même gérés par la nourriture. Puis on sait déjà tellement que le poids, c'est une préoccupation importante dans la société en général, mais encore plus à l'adolescence où le corps se transforme. Donc, c'est pas des moyens qui vont être des moyens simples de contrôler notre poids, qu'on se fasse intimider ou non. Fait que c'est encore plus une période de vulnérabilité à l'adolescence, je pense, à ce niveau-là, là, en plus.
absolument. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence et d'intimidation justement à l'égard du poids, selon toi? Mais en fait, c'est que le poids est considéré comme étant modifiable. Hein? J'allais dire, on sait tout là, mais c'est pas, on y croit pas nécessairement là. Ici, en tout cas, on n'y croit pas. Mais que pour perdre du poids, ben il faut changer notre alimentation. Hein? Il faut manger moins, puis il faut faire plus d'activités sportives ou d'activités physiques. Fait que, comme on pense que c'est modifiable, ben ça veut dire que c'est la responsabilité du jeune ou encore c'est la responsabilité de ses parents s'il y a ce poids-là. Hein, on oublie le fait qu'il y a comme toute une composante génétique aussi là, et que on est un peu prédéterminé à avoir un certain poids. Et surtout si on est une personne qui a pas de difficulté au niveau de son poids, tu sais, qui est comme quelqu'un qui a une alimentation intuitive ou quelqu'un qui est mince de façon naturelle, cette personne-là va avoir encore plus de difficultés des fois à comprendre qu'est-ce que c'est pour une autre personne qui elle n'est pas une mince naturelle. Parce que ça semble tellement évident pour cette personne-là que tu sais, t'as juste à faire ta vie finalement, puis faire un petit peu attention peut-être, puis ça va bien aller. Mais c'est pas le cas là pour les personnes qui ont un poids plus élevé. Et donc ça c'est un élément très très important. On veut travailler sur cette notion de contrôlabilité. Ce n'est pas vrai que c'est contrôlable un poids. Et il y a tout l'élément de la visibilité. Donc évidemment c'est assez facile à voir le poids. Hein? On regarde la personne et on a une idée. Est-ce que cette personne-là présente un poids plus élevé, un poids plus bas? Est-ce que, c'est assez facile à observer. Donc, toute cette visibilité-là rend le poids un motif là d'intimidation assez facile à adopter. Mm-hmm. Autant en personne qu'en ligne, hein, on sait qu'il y a des commentaires à l'égard du poids partout, puis c'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire, qu'on doit essayer de commenter autrement. Tu sais, souvent la valorisation de l'apparence, ça fait partie aussi de notre société, la culture des diètes, la grossophobie. On a fait une campagne justement sur le sujet pour amener un peu à déconstruire toutes sortes de croyances, comme tu disais, tu sais, qu'on a le contrôle sur notre poids ou que si on n'a pas tel poids, on n'est pas en santé automatiquement ou l'inverse, que nos habitudes de vie vont automatiquement influencer notre poids. Donc, il y a beaucoup de croyances à déconstruire. Tu sais, ce que tu amènes là, pour moi, ça ramène à la notion de stigmatisation qu'on a parlé au début. Tu sais, quand on parle de stigmatisation, il y a toujours le nous, eux. Hein? Il y a ceux qui ont réussi puis ceux qui n'ont pas réussi. Puis ceux qui ont un poids plus élevé, d'habitude, sont catégorisés comme dans ceux qui n'ont pas bien réussi sur cet élément-là. Et c'est comme si ça donne une licence pour être méchant, des fois, là. Puis effectivement, c'est pas des comportements appropriés, là, que de discriminer ou de s'attaquer aux personnes qui ont un poids différent. Ou des fois, ça part d'une bonne intention, mais il faut comprendre que même si l'intention est bonne, l'impact peut être négatif quand même, puis que finalement, il y a une manière d'aborder ce sujet-là pour pas nuire, puis finalement causer tous les effets dont tu parlais tantôt, de se mettre au régime, de se surentraîner, de développer une relation négative avec le corps. On dirait qu'on réalise pas toujours non plus à quel point c'est des effets qui peuvent être dommageables à long terme pour la santé physique, la santé mentale, parce que les enfants vont grandir comme ça, vont retransmettre ça. Fait que c'est comme une boucle un peu sans fin, finalement, souvent. Bon point. Quand on voit le portrait dans les écoles, justement, dont on a parlé tout à l'heure, considérant tous les impacts négatifs de la violence et de l'intimidation à l'égard du poids, ça donne vraiment envie de savoir quoi faire et comment intervenir dans ces situations-là. Et peut-être même de voir, est-ce qu'on peut prévenir ça? Justement, c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. Mais en plus d'intervenir, justement, c'est important de savoir reconnaître les jeunes qui subissent l'intimidation pour pouvoir les aider. Des fois, les jeunes peuvent être mal à l'aise d'en parler, peuvent avoir peur des représailles si jamais ils dénoncent un autre élève qui les intimide. Donc, Marie-Josée, ça peut être quoi les signes qui nous mettraient la puce à l'oreille? On en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait avoir en tête là, comme parents ou comme intervenants? Ben oui, des fois, c'est pas toujours facile de percevoir les signes d'un élève qui va vivre la violence ou de l'intimidation. On peut quand même se poser des questions quand on observe des changements dans le comportement ou l'humeur d'un élève. Par exemple, s'il s'absente de l'école, qui prend des détours, qui va fuir certains lieux, qui paraît plus nerveux ou préoccupé, qui a moins d'intérêt pour des activités qu'il aimait faire, qui va peut-être moins sortir de la maison, aussi moins voir ses amis, qui va être plus replié sur lui-même. Au contraire, ça se peut qu'il se mette à avoir des comportements agressifs aussi ou qu'il soit plus irritable. Des fois, les parents vont essayer de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux m'en parler, puis là, ben, ils refusent d'en parler. Donc, on peut soupçonner là peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ben c'est ça, des fois, il faut garder vraiment là, le contact, le lien, la communication, y revenir, parce qu'on se rend compte que les jeunes qui agissent comme ça, puis qui évitent d'aller à l'école, ben finalement, ça a aussi un impact là, sur leur vie sociale et leur vie scolaire aussi, là, bien évidemment, au niveau des résultats. Oui, absolument. Moi, j'ai envie de dire, Marie-Josée, tu sais, il y a aussi l'élément
le changement avec le comportement d'avant. Hein. Tu sais, un élève qui était déjà peu sociable, ben peut-être que là, les parents vont moins se préoccuper, mais un élève qui avait un certain niveau de sociabilité puis qu'on voit un grand changement, là, ça va vraiment plus nous mettre la puce à l'oreille. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben c'est ça, absolument. Je pense que c'est quand on voit qu'il y a des changements par rapport à l'attitude habituelle de notre enfant, ben on peut... Puis ça se peut que ce soit pas en lien avec ça, là, mais je pense qu'il faut être quand même à l'affût puis aller vérifier là, s'il y a quelque chose, là. Oui, des fois, ça peut être embêtant parce qu'on sait qu'à l'adolescence, les humeurs peuvent changer, la relation avec les parents aussi, mais on connaît quand même nos enfants aussi pour voir qu'est-ce qui est un petit peu dans leur habitude puis qu'est-ce qui est très différent. Habituellement, ils sont quand même plus tristes un peu aussi. Là, c'est ce qu'on voit. Là. Ils vont aller moins aussi sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment plus d'isolement. Là. Merci, c'est des bonnes pistes. Puis, c'est quoi les raisons pour lesquelles les auteurs de violence ou d'intimidation vont poser ces gestes-là? Ben les élèves qui agissent comme ça, ils n'ont pas toujours nécessairement au départ une intention de faire du tort. Donc, ça se peut aussi que ce soit un jeune qui réussit très bien sur le plan scolaire, qui a des amis, qui est populaire. Donc, parfois, il peut faire ça pour taquiner, pour faire rire les autres, pour maintenir un certain statut social. Puis ce sont pas toujours des jeunes non plus qui ont des difficultés comportementales, comme je viens de le nommer, mais il y en a quand même qui vont le faire vraiment pour se venger, pour prendre du contrôle ou simplement parce qu'ils pensent que c'est vraiment la meilleure façon là, de gérer des conflits. De toute façon, peu importe les raisons pour lesquelles les auteurs vont poser des gestes de violence ou d'intimidation, mais il n'y a rien qui peut justifier ça. Mais la manière d'intervenir va être différente aussi selon le profil et les raisons, d'où l'importance d'aborder aussi ces sujets-là avec les jeunes qui intimident. C'est justement de ça qu'on va parler un petit peu plus concrètement maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter et même pour prévenir la violence et l'intimidation en lien avec le poids? Dans les écoles, il y a des plans de lutte contre l'intimidation et c'est même obligatoire. Marie-Josée, toi, t'es beaucoup dans ce dossier-là. Qu'est-ce qui se retrouve concrètement dans ces plans-là? C'est comment ces mesures-là peuvent aider justement à prévenir l'intimidation? Bien, depuis 2012, en fait, il y a un projet de loi qui est venu modifier la loi sur l'instruction publique puis la loi sur l'enseignement privé, ce qui fait en sorte qu'effectivement, toutes les écoles ont maintenant l'obligation d'avoir un plan de lutte qui comporte différents éléments. Donc, la première chose à faire pour une école, c'est d'avoir un bon portrait de son milieu. Qu'est-ce qui se passe dans mon école? Est-ce que les élèves se sentent en sécurité? Où et quand surviennent les événements de violence ou d'intimidation? Qu'est-ce qui va bien aussi? Parce que on peut s'appuyer aussi sur ces informations-là, sur ce qui va bien, les bons éléments, pour travailler les différents enjeux aussi qu'on peut vivre. Donc, on peut sonder les élèves, on peut sonder le personnel, les parents aussi. Et suite aux résultats du sondage, bien, on va faire une analyse qui va permettre de cibler des objectifs, de préciser des moyens, de mettre en place des mesures préventives en lien avec ces objectifs-là. Si les résultats démontrent qu'il y a beaucoup de violence physique sur la cour, ben peut-être que l'école pourrait décider de revoir son plan de surveillance stratégique. D'autres exemples de mesures préventives, ça peut être de former les élèves sur leur rôle en tant que témoins, ça peut être de donner de la formation aussi sur le développement des compétences socio-émotionnelles, de promouvoir des activités qui sont en lien avec le civisme. Bref, il y a une multitude de mesures préventives que les écoles peuvent mettre en place. Puis, ils le font déjà beaucoup, là, les gens qui sont dans les milieux, les comités aussi qui s'occupent de ce dossier-là sont très actifs. Ensuite de ça, dans le plan de lutte, bien évidemment, on doit prévoir des modalités pour faire un signalement. Donc, à partir du moment où un jeune voit une situation, qu'il est témoin ou qu'il est victime, ça peut être un adulte aussi. Donc, quelles sont les modalités pour faire ce signalement-là? Est-ce que c'est une boîte à lettres? Est-ce que c'est un code QR? Est-ce que c'est un lien sur le site du portail de l'école? Donc, il y a différentes modalités, justement, pour être capable de dénoncer ces situations-là. Ensuite, l'école doit définir toutes les actions qu'elle doit mettre en place lorsque survient un acte de violence ou d'intimidation. Donc, ça précise à partir du moment où on entend qu'il y a une situation, bien là, on va rencontrer l'élève qui a posé les gestes. On va aussi aller chercher toutes les informations auprès des autres élèves aussi qui sont impliqués. Et évidemment, bien, il faut prévoir des sanctions disciplinaires éducatives. On va aussi prévoir des mesures de soutien d'encadrement parce que les élèves qui posent ces gestes-là, ça se peut que ce soit la première fois, mais peut-être aussi qu'on va avoir besoin de travailler un petit peu plus avec eux autres en profondeur. Donc, tout le soutien subséquent va être important. Pour les élèves qui sont victimes aussi, puis même parfois pour les témoins qui peuvent vivre quand même sensiblement les mêmes sentiments ou
qui ont un peu le même vécu que les élèves qui subissent, parce qu'ils ont peur eux aussi là, de subir ça, là, de vivre ça. Donc, c'est tout ça, le plan de lutte. Évidemment, la partie pour moi qui est la plus importante, c'est le suivi qu'on va faire. Donc, de vraiment s'assurer que la situation a bien pris fin. Puis tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc, on travaille en collaboration avec les parents, avec les élèves, avec le personnel scolaire et évidemment, la confidentialité tout au long du processus est vraiment primordiale. Mm-hmm. Et comment se sentent les intervenants, les enseignants? Est-ce qu'il y a beaucoup de formation à ce sujet-là? Parce que c'est quand même un sujet délicat. On veut intervenir. Des fois, on n'a pas toujours... Des fois, on a certaines habiletés aussi, mais on n'est pas tous des psychoéducateurs, psychoéducatrices non plus. Donc, comment ça se passe de ce côté-là? Ben exact, tu as tout à fait raison. Les adultes se sentent pas nécessairement à l'aise d'intervenir, mais selon les milieux, il y a quand même différentes offres de formation qui sont possibles. Donc, on va surtout sensibiliser les adultes dans leur rôle en tant que témoins. Donc, on peut expliquer, il y a des petites affiches là, quand on prend le temps là, de rencontrer le personnel scolaire, on peut leur expliquer en 5 étapes le rôle de l'adulte témoin. Donc, comment on peut mettre fin à un événement de violence ou d'intimidation quand on est là, quand on est témoin, que ce soit quand on fait de la surveillance ou qu'on circule simplement dans les corridors. Donc, déjà, de mettre fin lorsqu'on voit un événement, c'est super important. C'est quoi ces 5 étapes-là? On dirait que je serais curieuse de savoir. La première étape, c'est vraiment de se positionner. Là. Donc, tu sais, là, ce que tu es en train de faire là, c'est inacceptable, c'est de la violence verbale. Ici, dans notre école, on n'accepte pas ça. On va quand même orienter vers les comportements attendus. Donc, on peut dire, moi, je vais te demander... ici à l'école, d'avoir un langage respectueux envers tout le monde, donc que ce soit envers les adultes ou les autres élèves. On va évaluer quand même sommairement aussi auprès de l'élève qui a été victime. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que ça arrive dans différents contextes? Depuis combien de temps? Donc, on va faire cette évaluation-là sommaire et on va consigner ces informations-là pour les transmettre ensuite à la personne qui va être responsable de faire le suivi. Donc, qu'on appelle souvent le deuxième intervenant dans notre jargon. Et ce deuxième intervenant-là, justement, va avoir quand même des informations pour pousser un petit peu plus loin l'analyse de la situation. Donc, chaque cas doit être analysé vraiment individuellement. Et c'est ça, les 5 étapes déjà pour l'adulte de se positionner. Je pense que c'est important là, de savoir comment faire ça. Puis, je sais pas pour toi là dans le milieu scolaire, mais moi ce que j'observe à travers différentes entrevues qu'on peut faire en recherche des fois avec des enseignants, c'est que ils sont vraiment compétents pour reconnaître l'intimidation. Ils se sentent aussi compétents. Par contre, quand on les questionne sur l'intervention face à de l'intimidation en lien avec le poids, là c'est comme si j'observe un petit peu plus de questionnement. Certains vont spontanément dire écoute, c'est la même affaire, c'est de l'intimidation. D'autres vont dire tu sais, moi j'ai un rapport à mon corps qui est pas tout à fait parfait ou tout à fait sain à mon sens, du moins. Alors, je sais pas trop comment agir avec un élève qui présenterait un poids ou des préoccupations, un poids différent ou des préoccupations en lien avec son poids. Donc ça, j'entends ça. Fait qu'au niveau de la formation, je me dis, peut-être qu'il y a un peu de ça à ajouter dans si c'est pas déjà fait, peut-être c'est déjà le cas. Puis l'autre chose qui me fascine aussi, c'est que autant les enseignants, les professionnels des milieux scolaires se sentent compétents, mais malgré tout, les élèves continuent de dire, moi, j'en parle pas à un adulte. Les élèves du primaire, là, ce qu'on a observé, finalement, ce qu'on a observé, c'est que il y aurait à peu près 48% des élèves du primaire qui se confieraient à un adulte dans un cas d'intimidation par rapport à son poids. Puis chez les jeunes du secondaire, on parle de 80% et plus qui préfèrent ne pas en parler. Alors, tu sais, il y a comme une forme d'écart entre ce que les adultes se sentent compétents et peuvent faire et quand même là, la dénonciation chez les jeunes, c'est comme si les jeunes osent toujours pas y aller et même certains vont déplorer qu'il n'y a pas d'intervention, d'autres vont dire mon enseignante est extrêmement compétente, je me sens confortable dans sa classe, mais c'est quand je suis sur le chemin de la maison ou c'est quand je suis un peu à l'extérieur de la classe que là, je me sens moins en sécurité. Fait que finalement, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a des beaux acquis qui se sont faits avec des gens très compétents, mais on a encore un peu de surveillance à faire, si on veut, ou de vigilance à avoir. Pour combler aussi ce qui se passe pas directement dans la classe, puis pallier au fait que certains jeunes ne veulent pas en parler. Ouais.
Justement, quand on intervient en milieu scolaire, c'est quoi les réactions ou les comportements qu'on devrait privilégier ou au contraire qu'on devrait éviter pour bien intervenir? Bien, dans un premier temps, l'intervenant qui est appelé à intervenir dans une situation de violence ou d'intimidation va recueillir toutes les informations auprès des personnes concernées ou de l'adulte témoin, comme je nommais tantôt. Il va analyser la situation, assurer la sécurité des élèves aussi. Et dans le cas où la sécurité d'un élève serait compromise, bien, il est fort possiblement qu'il va communiquer à ce moment-là avec les policiers. Par la suite, donc c'est ça, quand il rencontre les élèves, bien, il doit se montrer accueillant, bienveillant. C'est important aussi qu'il y ait une attitude d'ouverture, d'écoute envers tous les élèves qui sont impliqués, même ceux qui ont posé les gestes. Des fois, ça, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. De croire aussi ce que l'élève dit, puis reconnaître le courage des élèves qui ont dénoncé les situations, parce que ça prend du courage pour en parler. Doit faire preuve de respect, d'empathie, puis évidemment, ben, éviter toute forme de discrimination ou de jugement. Et s'ils ne se sentent pas à l'aise de faire cette intervention-là, justement parce que ça vient les troubler un peu ou ça fait référence à peut-être des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, mais c'est important qu'ils transfèrent peut-être là, l'intervention à une autre personne qui va être plus à l'aise d'aller jusqu'au bout de cette intervention-là. Puis tu sais, quand il est question du poids, évidemment, là, tout ce que tu as dit, Marie-Josée, c'est super pertinent, puis c'est à adopter aussi. Je me dirais aussi qu'on va vouloir quand même que l'adulte qui reçoit, mettons, la confidence, évite d'aider l'élève à adopter ou à identifier des façons de modifier son poids. Parce que parfois, l'adulte qui reçoit ça a vécu quelque chose de similaire ou encore est très, très empathique puis fait comme, ben écoute, on va trouver des solutions pour t'aider. Puis évidemment, ben quelles vont être les solutions? On va chercher peut-être des moyens pour que tu manges différemment. Peut-être que tu préférerais ne pas amener cette collation-là à l'école ou changer de collation, ou peut-être que je pourrais parler à tes parents. Fait que là, dans les choses à éviter, j'aurais envie de dire, ben on va vouloir éviter d'embarquer dans quelque chose comme ça où on laisserait croire à l'enfant ou à l'élève que, ben évidemment, oui, c'est son problème finalement d'avoir un poids comme il a et qu'il devrait faire quelque chose, puis qu'on va embarquer avec lui ou on va le conseiller parce que nous, tu sais, on saurait quoi faire, alors que, comme on disait tout à l'heure, il y a personne là, qui a vraiment la clé. Si on l'avait, je veux dire, tout le monde contrôlerait son poids finalement. Hein? Fait que ça, c'est ça serait à éviter. Puis je veux juste aussi réitérer l'idée que la première chose à faire, c'est toujours d'intervenir, peu importe nos croyances personnelles. Donc, qu'on pense que le poids, avoir un poids plus élevé ou plus bas, c'est acceptable ou pas, on laisse de côté nos croyances personnelles et on intervient. Et même si ce n'est qu'un comportement qui est arrivé qu'une seule fois, on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit rendu dans de l'intimidation pour intervenir. On intervient, on saisit l'opportunité finalement pour amener aussi la conversation vers la diversité corporelle. Valoriser pour ce que le corps permet d'accomplir, puis pas juste pour l'apparence, parce qu'effectivement, on n'a pas de contrôle sur le poids. Puis je pense que tu l'as bien dit, même des fois, il y a des parents qui peuvent être tentés de mettre leur enfant au régime ou de l'accompagner là-dedans, justement pour prévenir l'intimidation, mais on sait à quel point ça peut être dommageable à long terme. Puis le mieux, c'est d'essayer de préserver la relation que le jeune entretient avec son corps, l'écoute de ses signaux, le plaisir de bouger. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut faire aussi pour peut-être prévenir, mais d'essayer de sortir justement de l'association automatique poids, habitude de vie, changement d'habitude de vie égale perte de poids égale meilleure santé, meilleure valeur comme personne, puis d'être vraiment plus dans le ressenti, le plaisir. Effectivement. Puis ça, c'est au niveau individuel que tu veux l'amener vers, tu sais, apprécier son corps, mais au niveau environnemental, on doit travailler aussi. Puis là, le jeune, il est pas tout seul, là. Tu sais, ça, c'est toujours important, je trouve, de se rappeler que ce jeune-là, il est pas tout seul dans son environnement et qu'on doit donc travailler sur l'environnement pour que l'environnement soit plus tolérant, plus acceptant. Puis ça nous influence comme professeur aussi ou comme parents. On baigne dans cet environnement-là où est-ce que la minceur est très valorisée, où est-ce qu'il y a des préjugés, où est-ce que la culture des diètes est partout. Donc, de se rendre compte qu'on a des préjugés, je pense que ça fait partie du cheminement pour pouvoir après ça mieux les déconstruire. Puis comme tu disais tantôt, pas les laisser interférer. Donc, de peut-être être un petit peu sensible à ça, tu sais, de réaliser comment le modèle de beauté est pas réaliste, comment on voit pas beaucoup de diversité corporelle à la télé, dans les émissions, comment on parle pas tant que ça peut-être de ce sujet-là en classe alors que ça serait
intéressant d'en parler aussi, comment on peut prévenir aussi ça avec nos jeunes en étant nous-mêmes un modèle. Il y a plein de manières, puis on pourra pas rentrer dans les détails de tout cela, mais il y a beaucoup de ressources qui existent aussi sur cette thématique-là, puis on va en parler un petit peu tantôt aussi, mais pour justement être des meilleurs alliés, puis transmettre autant d'informations pour changer l'environnement dans lequel on vit que à plus petite échelle autour de nous, là. Maintenant, si on est un parent et qu'on se rend compte que notre jeune subit de l'intimidation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, on a commencé déjà à en parler, là. C'est toute cette posture d'ouverture, toute la curiosité qu'on va avoir par rapport à notre enfant. Parle-moi de la situation, dis-moi ce qui s'est passé, comment tu t'es senti, comment tu as réagi, mais tout en évitant la réaction du genre qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, finalement? Tu sais, tout ce qui serait plus dans le blâme, exactement. On essaie plus de se retenir, de blâmer, puis d'écouter, d'accueillir, d'éviter de se mettre en colère aussi, parce que, tu sais, on en parlait quand même un peu tout à l'heure, là, les parents, ils ont envie de réagir à ça. Là, ils sont fâchés, puis on les blâme pas, là. Je veux dire, c'est leur enfant, c'est très précieux pour elles, puis pour eux, puis elles. Ils veulent vraiment que leur enfant soit le mieux possible. Alors, ils vont avoir peut-être envie d'aller aux barricades, de se fâcher, de se venger eux-mêmes, en tout cas. Fait que ça, évidemment, on va encourager à rester calme par rapport à la situation, puis à essayer vraiment, encore une fois, d'être à l'écoute. Les enfants aiment pas toujours ça, là, quand les parents se choquent et vont à l'école, parce qu'ils ont peur après ça des représailles aussi sur eux. Fait que finalement, ça vaut la peine d'y penser, prendre un pas de recul. Si on n'est pas capable sur le coup de recevoir, ben peut-être qu'on peut simplement lui dire, écoute, tu sais, ça m'affecte beaucoup en ce moment. Laisse-moi un peu de temps, puis je te reviens là-dessus. J'aimerais ça qu'on en parle plus amplement, mais là, je suis vraiment activée. Donne-moi un peu de temps, puis on en reparle. Puis le parent peut quand même aussi, tu sais, on l'encourage fortement là, à communiquer avec l'école pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'entend pas à l'école, là, qu'on ne sait pas parce que ça se passe sur le chemin de l'école, justement, ou dans l'autobus ou sur les médias sociaux. Donc, à partir du moment où l'école est au courant, on doit intervenir, on doit faire quelque chose pour assurer la sécurité de l'élève, faire en sorte qu'il va se sentir bien aussi à l'école, qu'il n'aura pas peur de venir. Donc, des fois, les élèves, ils veulent pas que leurs parents communiquent avec l'école. Mais, tu sais, l'idée, c'est de dire, moi, je veux que tu te sentes bien, là, à l'école, là. Je veux pas que tu subisses ça. Donc, on travaille ensemble. C'est vraiment un travail de collaboration. L'école va pas non plus condamner les parents, tu sais. L'idée, c'est justement de dire, on fait équipe ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que votre enfant va se sentir bien partout dans son environnement scolaire? Puis comme parent, on doit vouloir que ça se règle vite aussi, tu sais, les étapes dont tu parlais tantôt, de communiquer, de mettre en place le plan et tout ça. Est-ce que ça prend un certain temps? Est-ce que ça se fait rapidement? Comment ça se passe en termes de durée de mise en place? C'est sûr que ça doit dépendre aussi des cas, évidemment, là. L'école réagit très rapidement à ces situations-là. Par contre, ce qu'on peut peut-être se demander, c'est est-ce que le suivi est toujours fait? Donc, que ce soit auprès de l'élève ou des parents. Parce que des fois, il y a une intervention qui va se faire, mais ça se peut que ça n'ait pas donné les résultats escomptés. Ça se peut que l'élève continue de subir, justement, le soir sur les médias, même si ça a été réglé à l'école en apparence. Mais si ça se poursuit sur les médias sociaux, puis qu'on ne le sait pas, là, l'élève va se dire, j'en ai parlé avec un adulte, puis ça n'a rien donné, ou l'adulte n'a rien fait. Donc, si on pense ça, c'est peut-être aussi parce que l'adulte n'a pas avisé l'élève pour lui dire « je vais intervenir ». Et si ça continue, reviens me voir pour qu'on puisse faire d'autres interventions, parce que c'est possible que ça puisse prendre plusieurs interventions avant que cette situation-là prenne fin. On encourage aussi les parents à recommuniquer avec l'école s'ils se rendent compte eux-mêmes que la situation n'a pas été réglée. Parce que en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que ça prenne fin, là, tout ça, là. Les parents aussi, parfois, veulent savoir ce qui s'est passé avec l'auteur de ces gestes-là. Donc, tu sais, il va poser plusieurs questions, puis là, des fois, ils n'ont pas toujours des réponses, mais on a parlé de la confidentialité tantôt, donc on ne doit pas dire aux parents les interventions ou les conséquences, les sanctions disciplinaires qu'on a données à l'autre élève qui a posé les gestes. Par contre, ce qu'on doit dire aux parents, c'est on s'en occupe, on va gérer la situation jusqu'à temps que ce soit réglé. Donc, ça se peut là, qu'il y ait des parents aussi qui disent des fois, je suis pas satisfait des mesures qui ont été prises. On aurait aimé ça savoir. Ou j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui a été fait, mais
on s'occupe de leur enfant, puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'importance. Ouais. La confidentialité, ça reste important. Tout à fait. Ouais, ben c'est ça, la confidentialité. Tu sais, les parents puis les élèves, je pense des fois ils oublient que c'est des professionnels quand même à l'école. Là. Fait que quand on va aller le déclarer avec l'enseignant ou l'intervenant scolaire, ils vont prendre ça non seulement au sérieux, mais ils vont pas faire en sorte que l'enfant va être identifié comme victime. Là. Tu sais, on va pas reparler de ça en classe en disant ben Robin qui se fait intimider. Tu sais, comme c'est ça, des fois on oublie ça. Alors je pense que pour enlever un peu d'anxiété puis de crainte, là, on peut les encourager en leur rappelant que les gens ils vont le prendre et ils vont le traiter d'une manière confidentielle, comme vous l'avez dit. Là, tu sais, je trouve que je pense qu'on peut rassurer le parent pourrait rassurer son enfant en lui disant c'est pas vrai là, que tout le monde va savoir qu'on a parlé. Hein? On peut être en train de parler de n'importe quoi avec ton enseignante présentement. Là. Ça, c'est pertinent pour le jeune qui est intimidé, mais pour l'intimidateur aussi. Souvent, on a tendance à être fâché, mais justement, des fois, ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention ou il y a quelque chose à faire pour amener cet enfant-là à être plus outillé au niveau de ses compétences socio-émotionnelles. Donc, justement, comment on peut aider à réaliser un jeune, notre enfant, par exemple, que c'est inacceptable d'intimider quelqu'un ou de faire des gestes de violence, mais sans non plus briser le lien de confiance, la communication. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, c'est encore ça, tu sais. Justement, pour pas briser le lien de confiance puis la communication, on veut échanger avec notre jeune. On veut pas se fâcher, se surfâcher finalement, puis surréagir. On veut vraiment, encore une fois, l'écouter, obtenir sa version des faits. À l'école, ils font ça aussi, tu sais, ils obtiennent les versions des faits de tout le monde. Là. On n'est pas dans une position de maintenant, tu vas être puni puis vivre avec les représailles pour le restant de ta vie. Là. Tu sais, il y a encore moyen de changer ça finalement aussi. Puis une chose que moi, je remarque, c'est qu'on doit informer le jeune de ce qui se passe, même s'il est intimide, des fois, il ne sait pas. On dirait qu'il n'est pas conscient qu'il est en train d'intimider. Il n'est pas conscient non plus des conséquences que ça a. Donc, rappeler les conséquences, discuter avec lui des conséquences que ça peut avoir, lui demander, tu sais, si c'était toi qui étais dans cette position-là, comment tu penses que tu le vivrais? Qu'est-ce que tu penses que ça te ferait? Donc là, on favorise l'empathie du jeune aussi, puis toute sa capacité à comprendre un peu plus qu'est-ce qui est en train de se passer, puis qu'est-ce qu'il n'avait pas vu. Puis juste ça, ça peut vraiment changer son comportement, là. L'impact que ces gestes peuvent avoir sur l'élève, mais aussi sur les autres élèves dans le groupe qui sont témoins puis qui entendent ça, qui savent pas toujours non plus quoi faire, comment réagir, puis qui ont peut-être peur, eux aussi, de cet élève-là qui a fait ça. Il y a personne qui foncièrement veut être méchant. Hein? D'habitude, là, notre but dans la vie, c'est pas d'être méchant. Je pense que c'est la même chose pour les élèves, les enfants. Tu sais, ils partent pas à l'école le matin en se disant « Hey, si je pouvais faire mal à quelqu'un aujourd'hui, ça serait donc ben une belle journée. » là. Fait que ça, je pense qu'il faut se le rappeler aussi, puis qu'ils ont un bon côté, ils ont un côté gentil, puis ils veulent vraiment faire le bien. Il faut juste leur donner l'occasion de le faire. Tu sais. Dans le cadre du plan de lutte, justement, est-ce qu'il y a des ateliers en classe pour les jeunes ou des activités pour aborder ce sujet-là? Tu sais, ça peut être quoi les conséquences, comment défendre quelqu'un qui est victime d'intimidation ou des genres de sujets comme ça qui sont abordés? Il y a des activités, oui, qui se font dans les classes. Par exemple, d'expliquer aux élèves c'est quoi leur rôle en tant que témoin. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont témoins? Est-ce qu'ils restent là? Est-ce qu'ils encouragent? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils vont dénoncer à un adulte? Donc, le simple fait, des fois, d'être présent puis d'encourager ou même de rire, ben ça fait en sorte que ça donne du pouvoir à l'auteur de continuer aussi à faire ça. Donc, on va vraiment encourager les élèves à bien comprendre leur rôle en tant que témoin. Qu'est-ce que je dois faire? On va travailler aussi de façon plus universelle. On va travailler de façon plus universelle les apprentissages socio-émotionnels. Donc, justement, prendre conscience de l'autre, prendre conscience de soi, avoir une prise de décision qui est éclairée. Donc, tu sais, on va travailler sur ces éléments-là avec les jeunes. Mais il y a beaucoup de choses là, qui se font dans les écoles, vraiment. Puis en lien avec le poids plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des choses qui se font à ta connaissance ou des activités? Je sais qu'Équilibre, par exemple, on a des ateliers qui abordent la diversité corporelle, la puberté. Mais toi, est-ce que tu as des... Mais j'ai envie de te dire, je crois là que effectivement la diversité corporelle, c'est un angle
important, essentiel, j'aurais même envie de dire, en prévention. On sait qu'une image corporelle positive est associée à tellement d'éléments positifs, là, sur l'alimentation, sur la santé mentale, sur le climat scolaire. Fait que finalement, tu sais, travailler l'image corporelle, je pense que c'est toujours gagnant. Première chose. Deuxième chose, j'ai envie de dire, en tout cas, avec notamment la table éducation Outaouais, on a développé un programme qui s'appelle Simplement moi et dans lequel on travaille non seulement l'image corporelle, mais on travaille aussi le climat scolaire, l'intimidation comme telle ou toute la notion même de stigmatisation. Fait que ça va être offert en 5e, 6e année. Là, présentement, c'est un projet pilote, mais on pense que ça va pouvoir continuer en étant justement porté par la table éducation Outaouais, puis que ça pourrait aller ailleurs. Ça, c'est au primaire que ça se passe. Là. Je sais qu'Équilibre, vous êtes beaucoup aussi au secondaire, avec notamment là, le programme qui est très connu, là, Bien dans sa tête, bien dans sa peau, mais je pense qu'il y en a plusieurs autres aussi. Oui, puis on a quelques ateliers pour le primaire maintenant aussi, mais effectivement, il y en a beaucoup au secondaire. Maintenant, question de bien intégrer tout ce dont on vient de parler, j'aimerais ça vous proposer des petites mises en situation et vous me dites, ça serait quoi les meilleures pratiques à adopter dans le contexte de ces mises en situation-là? Donc, on est dans un cours d'éducation physique. Les élèves doivent faire une course. Une élève qui a un poids plus élevé termine sa course et pensant bien faire, les autres élèves se mettent à l'applaudir et l'encourager. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui se veut bienveillante? Est-ce que ça envoie le bon message? Ben la réponse c'est non. En même temps, on veut pas aller contre justement la bienveillance dans ce sens que on comprend que les élèves applaudissent et encouragent, comme tu as dit, mais la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que on encouragerait tous les élèves de la même façon? Si oui, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est juste justement un climat de classe qui veut que tout le monde s'encourage, puis on s'aide, puis à certains moments, il y en a qui ont de la difficulté, à certains autres moments, c'est d'autres élèves qui ont de la difficulté. Par contre, si c'est constamment la même élève et que c'est elle qu'on encourage plus particulièrement, il reste que ça laisse cette notion de je suis traitée différemment. Et les gens m'encouragent parce que ça doit être très difficile pour moi de courir comparé à eux ou parce que moi, je mets plus de temps que les autres. Fait que c'est là que ça devient un petit peu moins bienveillant ou moins pertinent, disons, de le faire. Là. On met encore escompté. Ouais, puis on met encore l'emphase sur le fait que cet élève-là est différent. Donc, la stigmatisation. Oui. Autre mise en situation, une infirmière scolaire passe devant les casiers et voit un groupe de jeunes qui rient d'un autre élève. Elle hésite à intervenir parce qu'elle ne les connaît pas et anticipe leur réaction arrogante. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette infirmière? Bien, que ce soit une infirmière, que ce soit le concierge, peu importe la personne qui est dans l'école, l'adulte qui travaille dans ce milieu-là, doit intervenir. On peut pas fermer les yeux là-dessus. Sinon, le message qu'on va laisser, c'est à l'élève qui pose ces gestes-là, c'est tu peux continuer, je te vois et tu peux continuer. Puis aux autres élèves, donc les témoins ou l'élève qui est victime, eux, ils vont se dire, l'adulte fait rien. Donc, et clairement, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important que toutes les personnes qui sont témoins de ces situations-là interviennent. Comme je le mets tantôt, les petites étapes de l'adulte témoin. Donc, c'est tout simple à faire, mais on peut pas passer à côté de ça. On peut pas fermer les yeux. Puis sur le champ, ça a beaucoup de pouvoir aussi, tu sais, d'intervenir sur le champ. Je trouve ça tu sais, versus 2 jours plus tard, l'enseignante qui fait l'intervention. Là, c'est plus dans la conscience collective autant, là. Ouais. Et dernière mise en situation, au souper, notre enfant raconte sa journée et dit que ça gagne un riz d'une amie de sa classe. Qu'est-ce qu'on fait comme parent, par exemple, dans ce temps-là? On peut demander à l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Est-ce qu'il a fait la même chose? Comment il s'est senti? Est-ce qu'il trouve que c'est une bonne chose à faire? Comment il aurait pu se positionner? C'est sûr que les jeunes, ils ont de la difficulté des fois à prendre position devant les autres élèves. Tu sais, c'est un peu gênant. Ils veulent pas non plus nécessairement se faire associer à l'élève qui est victime parce qu'eux autres, ils se disent peut-être que demain, ce sera mon tour. Donc, c'est sûr qu'on sait que les élèves sont mal à l'aise dans ces situations-là. Ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas trop quoi dire. Puis, des fois, de façon nerveuse, ils vont rire. Donc,
faut les sensibiliser là, à l'impact que ça peut avoir vraiment sur l'élève qui a été victime. Là. Vraiment bon point. Puis, dans le même sens, là, je me disais, on peut s'intéresser à ce qu'il a retenu d'intervenir aussi, à la peur que lui ou elle a. Puis ça va nous informer sur la dynamique de la classe. Puis, bien évidemment, l'enseignante ou l'enseignant est sans doute au courant, mais ça peut quand même être de l'information pertinente à ramener là, pour travailler la dynamique puis faire en sorte que cette classe-là trouve un fonctionnement peut-être un peu plus adéquat, où on n'a pas besoin là, de se retenir de dire des choses parce qu'on a peur d'être nous-mêmes intimidés. Là, tu sais. Vraiment intéressant le point de vue de la dynamique aussi. Là. Fait qu'on peut intervenir comme parents même pour aider notre jeune par rapport à ce qui se passe à l'école, évidemment, puis parler à l'école si c'est nécessaire. Là. Ouais, puis lui donner essayer de lui insuffler un peu de courage, là, tu sais, comme, je sais que c'est difficile pour toi, puis surtout si on a un jeune qui est un peu leader positif, là, tu sais, ça vaut la peine, je pense, de Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Oui. Hein? Comment il aurait pu faire cesser ça ou juste lui-même se positionner, là. On sait que ça a un impact très grand, là, à partir du moment où un élève prend position. Souvent, à l'intérieur de quelques secondes, là, la situation va cesser, là, simplement parce que l'élève s'est positionné. Mais, tu sais, on parle d'un élève, justement, qui a quand même, qui est capable de s'affirmer, qui a confiance en lui, qui a un leadership positif. Donc, c'est souvent ces élèves-là. Comme parent, on pourrait aussi le travailler avec notre enfant, puis surtout si notre enfant n'est pas une victime, tu sais, de comment tu pourrais le faire? On essaye-tu une mise en situation ensemble? Tu sais, on va le pratiquer. Ça peut devenir bien le fun, à quelque part. Là, oui, parce que ça se peut que ça revienne encore, là, là, cette situation-là. Et justement, si on a un enfant qui est un petit peu plus introverti, discret, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi pour l'outiller, puis un petit peu l'amener à être plus capable de s'affirmer ou... Ben moi, j'aurais moins tendance à ce moment-là à lui dire « Hey, vas-y, ramasser les coups, là, hein, c'est vraiment pas, parce que vu qu'il arrive un peu plus gêné, il risque plus peut-être de ramasser des coups, mais il y a d'autres stratégies comme, tu sais, parle-en à ton professeur, là, vraiment, c'est ça que tu peux faire. Personne va savoir que c'est toi, hein, ou veux-tu que j'aille avec toi, justement, pour en parler avec ton professeur. Donc ça, on peut vraiment l'aider comme ça. Puis on peut l'aider aussi à prévenir autrement, mais prévenir les coups qui pourraient lui être adressés. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ou tu peux faire si on te traite mal? Comment tu peux répondre? Puis, tu sais, souvent, une stratégie assez simple, ça peut être juste de dire « Hey, ça, c'est de l'intimidation ou c'est de la violence. » Puis souvent, ça fige un peu l'autre enfant là qui est en train de le faire. C'est une idée, là, il pourrait y en avoir d'autres, mais l'idée ici, c'est d'outiller notre enfant pour qu'il se sente plus capable de réagir si ça lui arrivait. Donc ça va lui donner aussi un peu de courage, là, même s'il est plus réservé. Ouais. Merci, très bonne suggestion. Justement, on parle beaucoup de ce qu'on peut faire pour intervenir. On a commencé à aborder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir. Donc, est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour prévenir, réduire l'intimidation à l'égard du poids, qu'on intervienne auprès des jeunes ou comme parents ou même juste comme un citoyen de la société? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de participer à ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cesser la violence et l'intimidation à l'égard du poids? Ben, moi, j'ai envie d'adopter une vision, une perspective très autoréflexive, mettons-le comme ça. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut se questionner sur nous-mêmes, notre vision là, de l'obésité ou notre vision du poids qui est plus élevé, du poids qui est plus mince. Comment on voit ça? S'interroger aussi sur les causes de ça. Tu sais, chercher peut-être un peu à comprendre puis à sortir des sentiers battus, là, seulement alimentation puis activité physique. Ensuite de ça, se demander aussi qu'est-ce que nous, on fait, comment on agit face aux enfants, qu'est-ce qu'on dit, soit par rapport directement à l'enfant ou par rapport à des émissions qu'on va être en train de regarder puis qu'on va faire des commentaires, par exemple. Être un modèle positif, là, c'est ce qu'on veut. Là. Exactement. À l'école comme à la maison. C'est ça. Donc, non seulement se questionner, mais agir, comme tu dis, tenter vraiment d'être un modèle. Remettre en question aussi, on se le fait tellement dire là, qu'on peut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, on remet ça en
question. Donc, on cherche nous-mêmes à valider les informations, les messages qu'on a entendus, les messages qu'on transmet aussi. On s'assure qu'ils sont basés sur vraiment des bons contenus, là, des contenus qui sont adéquats. Ensuite de ça, est-ce qu'on va réaliser qu'on est une personne qui parle toujours de poids ou d'image corporelle? Si oui, ça, on va vouloir changer ça aussi. Tu sais, on n'est pas, non seulement on n'a pas à critiquer, poser des commentaires, favoriser les comparaisons, mais en plus de ça, on veut éviter d'être toujours en train de parler de poids, d'apparence, de qu'est-ce qu'on va mettre, qui cacherait bien nos rondeurs, tout ça, ces choses-là. Faire la promotion aussi du corps en santé plutôt que le corps qui est beau, hein? Le corps fonctionnel, comme tu as dit aussi, Andréane, un peu plus tôt, le corps qui fonctionne bien, qui nous permet de faire plein d'affaires. Donc ça, on l'apprécie, on amène l'enfant à réaliser, se montrer à l'aise le plus possible par rapport à notre corps, nos imperfections. Quand on a des commentaires négatifs par rapport à notre corps, on essaie de les gérer le mieux qu'on peut. Fait que ça, c'est toute la position qu'on a comme adulte. Puis ça, c'est pour tous les adultes, mais je dirais, si on voulait regarder peut-être un petit peu plus en contexte scolaire, là on voudrait éviter les situations de comparaison sociale, les activités qui amènent des comparaisons. Toi, surtout par rapport au physique, là, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. On essaie d'éviter ces situations-là. Puis si on est dans des activités sportives, on va essayer d'avoir des équipements variés qui permettent la diversité corporelle. À l'école, avoir des chaises qui sont suffisamment solides aussi pour que tous les élèves puissent être bien sur la chaise. Hein? Fait que c'est ça, avoir des équipements, des pièces d'équipement qui sont adéquates. Ouais, adaptés, merci. Puis proposer des activités, j'imagine, qui mettent pas juste l'accent sur la performance, où justement chacun, selon son format corporel, peut aussi avoir du succès, etc. S'amuser, participer. Aussi, ouais. Puis valoriser l'effort, pas le résultat, c'est l'effort, évidemment, qu'on valorise. On peut y aller aussi avec des pairages, là, proactifs. On peut être proactif dans nos pairages, hein. Choisir de varier les équipes le plus possible. C'est l'enseignant qui choisit les équipes, puis il varie les équipes. Là, c'est pas juste en activité physique, là, dans toutes les classes. On va varier. On va aussi, des fois, pour l'élève qui est un petit peu plus peut-être victime, par exemple, là, on va le mettre dans des équipes qui sont des bonnes équipes pour lui, dans lesquelles il va être bien, il va se sentir bien. Tu sais, on peut vraiment veiller à ça comme enseignant aussi, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, même dès la petite enfance, parce qu'on sait que l'image corporelle, ça se développe très tôt, que les commentaires justement qu'on peut faire, le modèle qu'on est, les jouets pour enfants, ça déjà là, ça commence à forger un peu la relation avec le corps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus spécifiquement là, par rapport à l'intimidation à l'égard du poids pour essayer peut-être de faire développer une petite carapace à nos enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui peut se faire dès la petite enfance? Tu sais, pour les tout petits, vraiment, là, si on parle même avant... en tout cas, avant l'entrée à l'école, finalement, là, je pense qu'il faut garder en tête qu'ils n'ont pas les compétences ou les cognitivement parlant, là, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas équipés nécessairement pour faire face à des situations d'intimidation, pour comprendre c'est quoi, pour savoir comment intervenir face à ça. Hein. C'est plus, c'est ce jouet, je le prends, puis je te frappe dessus avec là. Fait que donc on va les aider à pratiquer justement leur capacité à s'auto-contrôler, si on veut, là, pas à frapper les autres avec le jouet, mais aussi, on va vraiment travailler sur les éducateurs et les éducatrices. Là, si on est dans les milieux non scolaires, finalement, là, c'est avec eux qu'on veut travailler, puisque, comme je disais tantôt, l'enfant peut pas le faire par lui-même. Donc, c'est l'adulte qui va devoir le faire, qui va devoir arrêter toute situation où il pourrait y avoir une forme de violence ou d'intimidation en lien avec le poids. Puis même les adultes entre eux, je pense, vont avoir à se regarder et s'auto-réguler pour ne pas eux-mêmes avoir des commentaires là, que l'enfant pourrait retenir finalement. Puis en ce sens-là, il y a un programme là, avec lequel on avait travaillé avec Équilibre aussi, là, qui est le programme bleu, là, qui est destiné plus à la petite enfance.
Le programme bleu, c'est un programme qui est destiné justement aux éducateurs et aux éducatrices. Donc, les adultes significatifs, là, je dis les éducateurs et éducatrices, mais ça pourrait aussi être la direction d'un service de garde, ça pourrait être toutes les personnes qui sont impliquées dans le service de garde, les parents qui font du bénévolat au service de garde, donc tout le monde finalement. Et ce qu'on amène à faire, c'est amener les jeunes vraiment, encore une fois, à être un petit peu plus dans la diversité corporelle, dans l'acceptation du corps, dans le plaisir de bouger, sans être dans, encore une fois, la comparaison. Ou puis tu sais, avec, comme je disais, là, vous aussi, là, Équilibre, il y a plein de vidéos. Puis dans le programme bleu, on a utilisé justement des vidéos aussi pour sensibiliser les éducateurs à ce qui se passe, à qu'est-ce qu'ils peuvent dire, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, des mises en situation aussi pour les amener vraiment à se pratiquer. Là, tu sais, comme par exemple, est-ce que, c'est encore une question d'égalité, là, est-ce que cet enfant-là qui est plus lourd, je vais lui demander de monter, puis les autres, je les prends dans mes bras, puis je leur fais des pirouettes, puis je dis youhou, tu sais, comme, fait que ça, c'est le genre de choses aussi auxquelles on veut sensibiliser les éducateurs, les éducatrices pour que tout le monde soit traité de la même façon, puis qu'on n'ait pas un petit enfant qui commence dès 3 ans à se dire hey, moi, je suis lourd, puis mon éducatrice ou mon éducateur veut pas me lever parce que je suis trop lourd. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on veut les amener à prendre conscience. Là. Super intéressant. Là, on commence justement à parler un petit peu de ressources. J'aimerais ça justement pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus, à aller plus loin, que ce soit les parents ou les intervenants jeunesse. Avez-vous des ressources justement à proposer? Mais si on va sur le site du ministère de l'Éducation, dans l'onglet « Intimidation et violence à l'école », il y a beaucoup d'outils pour les parents, que ce soit des parents, des élèves qui sont victimes, auteurs ou témoins. Donc, il y a une panoplie là, d'informations qui sont très utiles qu'on peut retrouver sur ce site-là. Ensuite, il y a aussi un guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des situations de violence ou d'intimidation en milieu scolaire, qui a été produit par la Fédération des comités de parents du Québec. Il y a aussi un guide de pratique qui a été fait par l'Association pour la santé publique du Québec, dans lequel j'avais pu aussi être impliquée. Et c'est un guide qui vise à prévenir, contrer l'intimidation à l'égard du poids dans l'école. Et on parle plus là, de l'école primaire. On peut penser aussi encore plus jeune que l'école primaire, en tout cas où vraiment les petits. Là, on peut penser à un livre de Marie-Michel Ricard qui s'appelle « Emma n'aime pas les moqueries ». Il y a le livre « Grandir sans grossophobie » d'Édith Bernier. Mm-hmm. Super intéressant, merci. Moi, je rajouterais aussi, il y a la Fondation Jeunes en tête là, qui aborde plein de sujets aussi en lien avec la santé mentale, l'affirmation, l'anxiété, qui a des trousses aussi autant pour les jeunes que pour les familles, que pour les écoles qui peuvent être intéressantes de façon plus globale. Évidemment, tel jeune, ça peut être une ressource intéressante aussi pour les jeunes qui veulent se confier à quelqu'un. Et Équilibre aussi, on a différents contenus là. Entre autres, que la campagne de sensibilisation de la grossophobie, ça suffit, qui a été lancée pour déconstruire justement nos propres préjugés quand on fait une observation de nous-mêmes, qu'on veut déconstruire certaines croyances. Ça peut être un bon point de départ. Les billets de blog sur le site d'Équilibre, les épisodes de balado aussi, entre autres, on en a 2 qui abordent le lien entre le poids et la santé, donc pour déconstruire aussi toutes les croyances qu'on peut avoir internalisées. Et on a vraiment des contenus aussi spécifiquement sur l'intimidation auxquels vous avez aussi participé. Donc, il y a un guide qui s'appelle 6 pistes d'action pour prévenir et réduire la violence et l'intimidation en lien avec le poids, et aussi des capsules vidéo avec des fiches informatives qui abordent des différents sujets, comment intervenir en situation de violence et d'intimidation, qu'est-ce qu'on fait si on est témoin, etc. Donc, tout ça, c'est disponible sur équilibre.ca/intimidation. Merci beaucoup pour les échanges d'aujourd'hui. Donc oui, la violence et l'intimidation en lien avec le poids, ça existe, c'est encore beaucoup trop présent, mais c'est possible de poser des gestes concrets pour agir dans ces situations-là et même pour la prévenir. Mais ce qui est important, ce qu'on retient vraiment, c'est que peu importe qui on est, comment ça se passe, où ça arrive, on doit intervenir en tout temps. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.